match très attendu entre le Pentium 4 d'Intel, Léonard Philippe, et l'Athlon Thunderbird d'AMD, un match comparatif, un combat des titans. Et Philippe, tu nous parles de quoi? Cette semaine, je vous parle de UPS, c'est-à-dire des blocs d'alimentation non interruptibles, leur utilité et comment les configurer. Et surveillez également le grand gagnant de notre concours de macro. Surveillez ça, ça commence tout de suite. Pour la chronique Les Indispensables, cette semaine, on vous offre une sorte de making of, passez-moi l'expression anglaise, de notre chronique qui viendra plus tard dans l'émission, le fameux match des titans des processeurs. Alors, pour cette chronique-là, on a utilisé un logiciel d'analyse et de diagnostic des performances de l'ordinateur, donc ce qu'on appelle communément un benchmark, mais en fait, c'est un ensemble de benchmarks, un banc d'essai, justement, qu'on appelle Sandra. Alors, c'est la version 2001, Philippe. Exactement. Donc, ce petit logiciel-là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que c'est pas juste un logiciel de benchmark. Bon, la version 2001 par rapport à la 2000, qu'est-ce qu'il y a de différent? Que l'interface est peut-être un petit peu différente, mais il n'y a pas vraiment beaucoup de changements au titre visuel. Ouais. Donc, qu'est-ce qui va changer, finalement? C'est la capacité de pouvoir analyser les nouvelles fonctionnalités, comme par exemple aller chercher les nouvelles fonctions qu'il va y avoir dans le P4, qu'il va y avoir dans le Thunderbird, ou qu'il va y avoir dans les nouveaux motherboards. Donc, qu'est-ce qu'on va voir à l'écran? C'est une interface qui ressemble à ce qu'on voit ici présentement. Donc, on a une série d'icônes qui vont aller chercher beaucoup d'informations sur notre système. Comme par exemple, ici, dans la fenêtre qu'on voit là, on peut aller chercher de l'information sur notre CPU. Donc, toutes les informations par rapport au CPU que dans notre machine. On peut aussi aller chercher l'information sur nos disques. Donc, au lieu d'avoir juste la quantité de données qu'on a sur notre disque, etc., on peut aller chercher un paquet d'informations, par exemple la cache, etc., le nombre de têtes, tout ça, ce qu'on ne peut pas avoir d'habitude avec Windows de base. Et aussi, on peut aller, par exemple, aller chercher l'information de notre carte matrice. Donc, toute l'information par rapport à notre carte, ce qui se retrouve, etc., etc. Donc, très intéressant. Et, bien entendu, on peut retrouver des bancs d'essai. Exactement. Donc, ici, par exemple, on a le benchmark pour le CPU, multimédia, pour les disques, pour la mémoire, pour le réseau, etc., etc. Donc, c'est un outil qui est très complet. Bon. Où est-ce qu'on le trouve? Ben oui, donc c'est sur le site de 3B Software. Exactement, donc 3bsoftware.com. Donc on voit la petite boîte bleue ici et on peut l'acheter pour la modique somme de 29 $. Ce qu'il faut savoir cependant, c'est qu'il existe une version gratuite avec laquelle on peut essayer la plupart des fonctions de Sandra. Cependant, évidemment, les fonctions les plus intéressantes ne sont accessibles que pour la version payante, malheureusement. On a déjà parlé de protéger vos données importantes de toutes les façons possibles. On vous l'a répété sur tous les tons, n'est-ce pas, Philippe? Mais oui. Eh oui. Mais comment faire pour éviter les catastrophes qui peuvent se présenter? Bon, se présenter à cause de quoi? L'électricité, par exemple. Hydro-Québec? Et je voulais pas les pointer du doigt quand même. C'est pas forcément leur faute, non, mais ça peut sérieusement endommager nos données et même des fois notre matériel. Bien, d'habitude, on va dire que bon, mais on sauvegarde nos données à toutes les 10 minutes quand on sauvegarde des documents. Donc, si jamais ça plante, on ne perd pas trop d'informations. C'est sûr. Mais encore là, il y a moyen de faire mieux. Donc, justement, de garder l'électricité un petit peu plus longtemps si jamais il y a une panne électrique. Voilà. Donc, ou aussi quand il y a des surcharges sur le réseau. Donc, tu sais, les fameux spikes qu'on dit qui vont faire planter notre ordinateur, qui vont faire planter notre disque, avec un UPS comme celui-là ou comme tous les autres, on peut éviter ça. Donc, évidemment, là, on n'a pas à faire une simple petite barre d'alimentation qui peut protéger contre certains pics de courant. Là, on parle vraiment d'un système assez bon. Tu parlais de UPS, qui signifie Uninterruptible Power System. En français, système d'alimentation continue ou non interruptible. Bon. Comment ça fonctionne, un UPS? En gros, c'est très simple. C'est juste une batterie qui va être en parallèle avec un circuit électrique. Donc, si le circuit électrique lâche, la batterie prend la relève et ça devient transparent pour un utilisateur. Bon, pour un utilisateur à la maison, on va utiliser un bloc comme celui-ci. On voit la batterie qui peut être ici en bas. Donc, on fait juste connecter nos périphériques sur les différents connecteurs, donc, comme il y en a comme ici, qui ne sont pas alimentés si jamais il y a une panne électrique, mais qui sont protégés par les circuits sont protégés. Les pics de courant. C'est ça. Donc, et il y en a 4 ici qui sont protégés. Donc, si jamais une panne, ils sont sauvegardés. Ils sont sur la batterie. Maintenant, un UPS dans les compagnies, au début, c'était des gros blocs. Donc, comme on peut voir le dessin à l'écran, il n'y a pas juste des UPS qui viennent jouer dans ce jeu-là ou dans cette game-là. Comme on peut voir en haut, on a le réseau d'Hydro-Québec qui rentre, qui va passer par le UPS et qui va justement donner une alimentation beaucoup plus
si on veut, Stable. propre, Oui. donc un 120 volts vraiment clean, comme on pourrait dire, à notre petit iMac ici, qui soi-disant n'a peut-être pas besoin de tout cet attirail-là. Surtout Donc, la génératrice diesel, c'est Exactement. peut-être beaucoup là, donc, quand même. qu'est-ce qui arrive si le réseau d'Hydro-Québec part? La première chose qui va embarquer, c'est le parc de batterie. Donc, Oui. pour une entreprise, un petit UPS, c'est pas suffisant, donc on va avoir un parc de batterie qui va être capable de générer justement suffisamment d'électricité pour tout notre réseau. Et ensuite de ça, on va partir le génératrice diesel quand c'est pour une durée de temps qui est un peu plus longue. Oui, là, évidemment, s'il y a une panne de courant qui dure très longtemps, bon, c'est une crise du verglas, on n'en souhaite Ouais. pas, mais bon, si Ça prend ça, plus si qu'un ça pack de arrive, batteries. évidemment, ça va prendre plus que des batteries, elles vont Ouais. finir par s'épuiser. Tout à fait. Bon, maintenant, comment est-ce qu'on fait pour calculer la charge d'un UPS? Un UPS, généralement, comme par exemple celui-là, je ne sais pas si on peut le voir en avant. Oups, excusez-moi. Ici. L'autre en avant. Donc, c'est marqué 500 sur le dessus. Bon, le 500, c'est pour 500 voltampères. À Decossé, c'est ça. Alors, comment on calcule ça? Donc, comment est-ce qu'on va le calculer? C'est qu'on va prendre une petite formule mathématique qui va nous donner, excusez-moi, la charge utile, si vous voulez, de notre système. Par exemple, un boîtier comme celui-ci. Admettons que le boîtier est de 200 watts. Bon, 200 watts, c'est bien beau, sauf qu'il faut faire attention à un facteur. Comme on l'explique sur la page web que je vous montre présentement sur Certain Design, on nous explique qu'un ordinateur, on ne peut pas utiliser la valeur de 200 watts propre. Il y a un facteur d'équivalence oui. qu'il faut utiliser qui est de 0,71. 0,714 en moyenne. Donc, OK. qu'est-ce qu'il faut faire attention, c'est qu'un power supply de 200 watts, en fait, ça va être 280 watts qu'il va falloir Oui, utiliser. oui, oui. Parce qu'évidemment, on ne peut pas... la puissance n'est pas toute utile. Exactement. Donc, la formule qu'on va utiliser pour faire les calculs de voltampères qu'on a besoin, ça va être le nombre de watts de notre bloc d'alimentation pour notre ordinateur multiplié par 1,4 finalement. Bien, l'inverse de 0,714. D'accord. Donc, on multiplie ça par 1,4, ce qui va nous donner 280 voltampères. Donc, on a ce qu'il faut pour notre ordinateur. Maintenant, pour un écran, Oui. ça, c'est un petit peu différent, étant donné qu'un ordinateur, c'est une charge d'ampérage qui varie beaucoup. Un écran, c'est à peu près constant. Donc, on va utiliser en général la marque d'ampérage qui est en arrière de l'écran. De l'écran. Par exemple, mettons que celui-ci consomme 1,5 ampères. Les plaques vont souvent fonctionner avec un voltage de 96 volts. Donc, on va multiplier 1,5 ampères multiplié par 96 volts, qui va nous donner Tant de watts, là. un X watts. Donc, on va additionner ce qu'on a besoin pour... Non, je ne sais pas par cœur combien ça donne. Non, Je ne l'ai pas calculé. Donc, on va additionner le nombre de watts qu'on a besoin pour notre écran, pour notre PC, ainsi que le périphérique qu'on va utiliser, ce qui va nous donner le nombre de voltampères dont on a besoin. Il y a sûrement une façon plus simple de calculer tout ça. Hein? Bien, tu n'as pas vraiment le choix. Il faut y aller un à la Faut fois. que tu calcules, Donc, exactement. chaque élément que tu vas brancher dans ton système d'alimentation, il Ouais. faut que, donc il faut que tu t'assures quand même que tu en as, que tu peux générer suffisamment de puissance. Exactement. Bon, généralement, on va dire que pour un écran et un PC, 500 voltampères, ça suffit. Ça, c'est bien Bon, attiré. un bloc d'alimentation comme celui-ci, comme celui de APC, va nous fournir pour à peu près 20 à 30 minutes, dépendamment de la charge que sur l'ordinateur ou si le CPU est beaucoup utilisé. Oui. Bon, dès comment c'est que ça fonctionne, il y a deux choses qu'il faut faire attention avec un UPS. De un, il faut calculer la charge, oui, mais de deux, qu'est-ce qui arrive quand on manque d'électricité? Oui. Il y a des blocs d'alimentation, comme on a vu au début de l'émission, qui est juste finalement une barre, qui est juste une batterie. Ben oui. Donc, ça peut nous aider pendant 20 minutes. Si on est en avant de l'ordinateur, c'est comme, oups, ça donne le temps de sauvegarder tes données. Puis de sortir proprement. Exactement. Par contre, il y a des modèles comme celui-ci. Je ne sais pas si vous pouvez voir ici le petit connecteur USB qui va aller se connecter à notre PC. Et si on clique deux fois sur la barre d'alimentation qui est là, on nous amène aux propriétés des options d'alimentation. Et là, on a un onglet qui est pour le APC qui nous dit, bon, ben, la puissance nous vient du AC et la batterie est chargée à 100 Et on a un petit onglet qui nous dit, quand la charge de la batterie tombe à 40 je fais un shutdown de mes services. Ah, d'accord. Bon, ça, c'est un modèle de base. Quand même de base, il n'y a vraiment pas trop de base d'options. pour Windows. Il y a D'accord. d'autres modèles qui vont se connecter à un port série, qui vont pouvoir connecter soit un serveur Linux, Unix, Windows aussi, et qui vont nous permettre d'utiliser un logiciel qui s'appelle PowerShoot. PowerShoot, qu'est-ce qu'il va te faire? C'est qu'il va te permettre une option de client-serveur. Donc, si jamais ton UPS tombe vraiment bas, il peut dire à toutes les autres machines qui sont connectées dessus, tu fais un shutdown. On va vous donner une petite démonstration. On disconnecte ça. Mon ordinateur continue à fonctionner. La petite lumière de la batterie vient de s'allumer. Et là, il commence à sonner pour dire, D'accord. oups,
on est dans le jus. Et là, on voit à l'écran que la batterie, le bloc batterie est en d'alimentation train de vient se décharger. Exactement. Et on nous dit qu'il reste 17 minutes. Pour la 17 charge minutes qu'il y a donc, dessus. pour la charge qui existe. Exactement ça. Très bien. Ben, mon Dieu, je te remercie beaucoup, Philippe. Ça fait donc, plaisir. c'est assez essentiel quand même. Ouais. Si vous voulez plus d'informations, évidemment, venez sur notre site web à côté3z.com. On va vous donner également d'autres pages web où aller chercher de l'information. Pour communiquer avec le service à l'auditoire de souvent, quel processeur donne les meilleures performances pour le prix? Évidemment, avec l'arrivée du nouveau Pentium 4 d'Intel sur le marché, la question se pose évidemment de plus en plus. Donc, on a préparé pour vous un match comparatif, le combat des titans comme on l'a appelé, entre le nouveau Pentium 4 d'Intel et l'Athlon Thunderbird d'AMD, qui était déjà, Philippe, une bête de vitesse. Un gros féroce. Exactement. Alors, ce qu'on constate en premier, c'est qu'il ne faut pas non plus s'attarder trop nécessairement à la vitesse d'horloge. Par exemple, le P4 est disponible en version 1.3, 1.4 et 1.5 GHz. On est rendu assez loin quand même. Et c'est rendu que le processeur parle aussi vite que le téléphone que j'ai, là. C'est pas normal. C'est ça. Alors que le Thunderbird, lui, ne va jusqu'à 1,2 GHz. Mais vous allez voir que ce n'est pas nécessairement ça qui veut dire que le P4 gagne à tous les coups, loin de là. Alors, voyons ce que ça donne au match comparatif. Donc, on a d'abord testé la vitesse de calcul pure des deux processeurs. On va voir à l'écran le tableau, le tableau des résultats, donc compilé avec Sandra. On voit, par exemple, pour le calcul d'entier, pour le Thunderbird, 1,1 GHz. Ah, ben là, on a le Pentium 4 à l'écran. C'est bien aussi. Alors, pour les nombres entiers, on a 2312 MIPS, donc millions d'instructions par seconde, et 1587 mégaflops, c'est-à-dire en virgule flottante, un calcul en décimaux. C'est déjà très bien. Vous allez me dire, maintenant, voyons avec le Thunderbird 1,1 GHz. Mais on voit qu'il y a en fait plus d'instructions par seconde, 3065 sur des chiffres, sur des nombres entiers. Sur les décimaux, 1507, donc quand même assez proche du Pentium 4. Donc, conclusion, pas du tout, et loin de là, une victoire écrasante du Pentium 4, malgré son architecture interne NetBurst, qui est censée justement accélérer très sensiblement le traitement des données. En fait, la seule affaire qu'on peut voir vraiment, là, à première vue, qui ressort de tout, c'est les accès à mémoire. Les accès mémoire sont à peu près 4 fois plus rapides sur le Pentium que sur le Thunderbird. Et c'est ce qu'on va voir justement dans le deuxième match comparatif. Justement, on a testé le transfert mémoire. Ben non, on est tout à fait rendu là. Alors, si on regarde là encore pour le Pentium 4, alors pour le Pentium 4, 1,3 GHz, donc le transfert mémoire à l'unité arithmétique et logique, donc les ALU, c'est 1313 mégaoctets par seconde. Ça commence à être 1,3 gig. Ça fait énormément de données. Et pour l'unité à virgule flottante, donc les nombres décimaux, on parle de 1355 mégaoctets par seconde. Et on va comparer avec le Thunderbird, vous allez voir que c'est vraiment pas du tout la même chose. C'est pas la même game. Là, on est dans 274 et 290 mégaoctets par seconde. Donc, comme tu disais, Philippe... 4-5 fois plus vite. Exactement. Pour le transfert de mémoire. Justement, au chapitre des nouveautés technologiques offertes par le Pentium 4, justement, on peut noter l'usage de la mémoire vive RDRAM. Donc, la mémoire vive RDRAM, ce qui permet justement le transfert de 1,3 gigaoctets par seconde. Donc, c'est quand même énormément de données. Cependant, évidemment, c'est extraordinaire, oui, on est d'accord, sauf que il y a deux choses. D'abord, la mémoire RDRAM, ça coûte très cher. Kishling. On parle de 128 MB, on parle de 473 $. Et actuellement, la mémoire ordinaire est à 60 $. Oui, bien 60 à 100 $. Bien 100 $ environ, on a calculé à pour... 61 $ la semaine dernière. Oui, ça monte et ça descend quand même. 128. Pour 128 MB. Mais même de la mémoire 133, on parle de moins de 100 $. Tandis que là, la RDRAM, et le désavantage également de la RDRAM, c'est qu'elle vient nécessairement en paire de barrettes.
Donc, ça te prend nécessairement 2 fentes dans ta carte maîtresse. C'est Ça plate, coûte ça. cher. Ouais. Oui, exactement. Ben, c'est normal que ça prenne 2 fentes, parce que la raison pourquoi on va la vouloir par paire, c'est pour doubler la largeur Exactement. d'accès à la mémoire. Donc, si on double, si vous voulez, c'est comme une autoroute. C'est ça. Si on prend une autoroute à Rajoute des voies. une voie, braquette par braquette ou barre de mémoire par barre de mémoire, là, on nécessite d'en avoir 2 pareils pour justement doubler Avoir la ta largeur deuxième de voie, bande. c'est ça. Donc, avec 2 voies, on peut aller chercher 2 fois plus d'informations. C'est ça qui nous permet d'avoir tant de performance par rapport au Thunderbird. Exactement. Mais là, il faut voir aussi en action ce que ça donne. On a essayé avec l'encodage MP3 et on a encodé une pièce assez longue, une pièce de 46 minutes de Jean-Michel Jarre. Notre recherchiste, c'est un Français, donc évidemment, il a été un peu patriotique dans son choix de musique. Mais donc, c'est une pièce qui est suffisamment longue aussi pour vraiment voir les différences de temps. Alors, voyons ce que ça donne avec notre P3 800, notre machine ordinaire de côté 3Z. Ça a pris 25 minutes. 25 minutes. C'est quand même pas si mal. Avec le P4, Oui. avec le P4 1,3 GHz, ça a pris 20 minutes. Pas si mal. Juste 5 minutes de moins. Juste 5 minutes de moins. Et avec le Thunderbird 1,1, ça a pris 15 minutes. Bravo pour le Thunderbird. AMD! Ce qu'il faut cependant dire, c'est que rares pour l'instant sont les applications qui sont optimisées pour vraiment tirer profit de toutes les nouveautés technologiques apportées par le P4. Donc, c'est très bien d'avoir un processeur hyper puissant, hyper rapide, mais si les applications ne sont pas capables de suivre, ça ne donne pas grand-chose, malheureusement. Comme par exemple Linux, il y a eu beaucoup de problèmes avec le noyau de Linux, justement, qui n'est pas encore tout à fait adapté pour le P4. Donc, on ne peut pas parler de performance là-dedans tant que les systèmes d'exploitation ne seront pas fine-tunés, si vous voulez, pour rouler sur le processeur. Exactement. Alors, un point important aussi, c'est que si vous décidez d'opter pour le Pentium 4, mais vous allez aussi devoir faire des petits achats en plus. Hein? Vous allez d'abord acheter une nouvelle carte mère, pas le choix, et vous allez devoir acheter de la mémoire. Heureusement, il y a 128 MB de mémoire RDRAM qui sont livrés avec le Pentium 4. Heureusement, déjà... On board? Non, mais c'est livré avec les 2 barrettes. OK, 2 barrettes. Oui, les 2 Puis barrettes. tu as 3 fentes sur la carte maîtresse? Je pense qu'il y en a 4. OK. Ça dépend, ça dépend des cartes, évidemment. Cependant, bon, évidemment, on parle de différence de prix. On voit à l'écran que le Thunderbird 1,1 GHz, lui, coûte 375 $. Même s'il faut ajouter de la mémoire, tu disais 95, on disait 61 $, peu importe, on arrive quand même bien en dessous du... 765 Exactement, du 765 $ que va vous coûter le Pentium 4 1,3. Également, autre avantage du AMD, c'est que si vous avez un AMD plus ancien, par exemple un Duron ou un Athlon première génération, bien, vous allez pouvoir conserver votre carte mère qui est socket A, et vous allez pouvoir continuer d'utiliser votre mémoire traditionnelle 100 ou 133 MHz. Donc, vous ne serez pas non plus obligé de complètement changer votre système uniquement parce que vous changez de processeur. Donc, tout ça pour dire que nous, ce qu'on vous recommande, dans les configurations qu'on a testées, on vous recommande donc le Thunderbird 1,1 GHz. Si vous pouvez en trouver un 1,2, c'est très bien aussi. Avec la carte mère appropriée, carte mère socket A, la même carte mère que vous avez peut-être déjà, ainsi que la mémoire 133 MHz, qui va vous donner quand même pas un taux de transfert aussi extraordinaire que le P4, mais de toute façon, pour l'instant, les applications, comme on vous le disait, ne sont pas optimisées pour le P4. Donc, attendez encore un peu, laissez les prix baisser. Dans nos trouvailles de la semaine, on revient sur la chronique de Philippe qui nous a expliqué un peu comment choisir un système d'alimentation continue. Mais Philippe, il y a un site web. Plus. Oui. Justement, tantôt, on parlait de faire les calculs. Si ça ne vous tente pas de faire justement tous les calculs, de multiplier ou que vous avez perdu votre calculatrice, il y a un petit site web sur la page finalement de apc.com. Vous avez juste à rajouter dans l'URL le // Sizing, S-I-Z-I-N-G. Vous allez obtenir une petite page qui vous permet d'aller où est-ce qu'on est là présentement. Voilà. Donc, ça nous permet de choisir, par exemple, notre type d'ordinateur. Nous, mais par exemple, une tour, un tower. Un tower. Bon, le type de processeur, par exemple, on va prendre un AMD, si tu montes plus haut un peu, un Duron. OK. Mettons un Duron. Donc, là, on peut choisir la grosseur du moniteur, puisqu'en fonction de la grosseur, la charge va changer. Donc, même, par exemple, un 19 pouces. Voilà, 19 pouces. Bon, l'imprimante, nous, on n'en a pas, donc on choisit qu'il n'y en a pas. Le disque dur, combien qu'on a de disque dur? Nous, on pourrait dire qu'on en a 3, par exemple.
Bon, et là, on Voilà. va choisir quelle sorte de disque on a. Si on a des disques externes ou aussi, des il faut les SCSI, spécifier. ainsi de suite. Exactement. Donc là, on va dire que c'est des disques durs IDE. IDE, Et à voilà. droite, on choisit s'il y a des périphériques externes. Bon, modem souvent, on va câble, dire modem mettons, câble, par exemple, et peut-être CD-ROM. si tu fais ça plus bas, le hub. Si jamais vous Ah oui, avez un réseau network que vous hub. voulez garder. Et voilà. Donc déjà là, ça fait une bonne idée C'est de même, qu'est-ce qu'on même va nos mettre avec. haut-parleurs. Ouais. Voilà. Alors, Bon, ensuite, on préférence. indique la région. Exactement. Puis Nous, on on peut est en choisir Amérique du quel type Nord. de produit convient au courant qu'on a. Exact. Donc, nous, bon, le Extra Power, c'est si on veut faire de l'expansion plus tard ou ajouter un bloc d'alimentation plus puissant. D'accord. 30 c'est une règle de base qui a bien du bon sens. Et ensuite, Combien de temps on va ouais, l'avoir? Bon, ça, c'est mettons important. qu'on met 15 minutes pour avoir le temps de sauvegarder toutes nos données puis jouer un petit C'est peu. bon. Bon. Quel voltage on veut? Nous, on est en Amérique du Nord, 120 volts standard. C'est bon. Les voltages qui vont être acceptés par la boîte. Nous, on a juste besoin de 120, fait qu'on peut enlever les sélections Les sur autres. les autres. C'est pas nécessaire. Parfait. Et on peut choisir, est-ce qu'on veut un power backup split? Pour Est-ce qu'on veut l'imprimante du jus pour l'imprimante? Pour On n'en l'imprimante. veut pas. On nous. n'en veut pas. Continue. Bon, Alors, on clique tout simplement. sur Show UPS. La Il va nous solution. donner les solutions disponibles chez APC pour nos requis. Donc là, on peut voir que si on veut 21 minutes, on peut aller avec un back UPS Pro 1000. Si on veut 25 minutes, on peut aller avec le Smart UPS. Si on veut 50 minutes, Hey. là, on va avec le 700 XL. Et ça coûte évidemment de Beaucoup de plus en choux. plus cher. Et c'est une macro, donc, pour apprendre les tables de multiplication. Oh. Alors, on nous dit choisis. Ouais, on voit que c'est un logiciel de mathématiques, hein, c'est pas de français. Le nombre que tu veux pratiquer, alors on choisit la table de multiplication qu'on veut. Oh, pas pire. Maintenant, le grand gagnant Enfin. du lecteur de CD MP3 également offert par YSocier2000.com d'une valeur de 275 $. Il s'agit de Jean-François Simard du Saguenay qui nous a préparé vraiment un Lui, il système a fait de la complet. grosse job. Oui, du gros travail. Alors, c'est un programme de gestion de commandes qu'il a fait pour la compagnie de son père, un paysagiste. Alors, pour tous les produits, il y a également des macros pour l'impression de bons de commande, la prise de commande, les produits disponibles. Alors, c'est vraiment du très beau travail. Félicitations, Alain. Merci d'avoir été là, Philippe. Ben, ça fait plaisir. Revenez-nous la semaine prochaine à Côté 3Z, une émission spéciale. Comment mettre à jour son ordinateur, son vieil ordinateur, peu importe le budget qu'on a.